Quand j'étais petite, il y a 3 BD que j'ai dévorés. Gaston Lagaffe, Kid Paddle et surtout Où est Charlie? C'était la BD de mon enfance, mon obsession. Et apparemment, j'étais loin d'être la seule. Car depuis 2007, la série s'est écoulée à près de 73 millions d'exemplaires, avec seulement 7 tomes. Mais il y avait plus fans que moi, des gens assez fous pour se rassembler déguisés juste pour battre un record du monde, réunir le plus grand nombre de Charlie au même endroit. Mais alors, pourquoi une idée ultra simple de cacher un personnage dans une foule fonctionne-t-elle aussi bien? Et comment ça a pu traverser une génération entière? Eh bien justement, on a mené l'enquête et en creusant un peu, j'ai découvert qu'il y avait même des stratégies conçues pour trouver Charlie le plus rapidement possible. Mais avant tout ça, on va se poser une question qu'on s'est peut-être un peu moins posée. Qui est Charlie? Eh bien l'homme derrière cette BD iconique est Martin Handford. Il naît à Londres en 1956 et très jeune, il développera une obsession assez originale, dessiner des foules. Il veut devenir illustrateur, mais il n'a pas les moyens de payer les beaux-arts. Alors, il met ses rêves en pause. Il travaillera 3 ans dans un cabinet d'assurance, histoire de financer tout ça. Une fois diplômé, il se lance comme illustrateur indépendant. Et forcément, il dessine ce qu'il aime, des foules absurdes remplies de petits détails cachés. Mais en 86, tout bascule. Son éditeur lui souffle une idée toute simple. Ajouter une figure facilement identifiable pour donner un fil rouge à ses illustrations. C'est là qu'Handford imagine ce personnage qu'on connaît tous, un globe-trotteur qu'on doit retrouver perdu au milieu de foules, dans des endroits et des époques complètement différentes. Mais il y a un petit problème, une seule plaquette lui prend 1 à 2 mois de travail, ce qui est tout à fait normal parce qu'à chaque fois, il y a entre 3000 et 4000 personnages. Mais il est déterminé, il dessine alors 12 illustrations, ce qui lui prendra plus d'1 an de travail acharné. Et finalement, en 1987, il publie son premier Où est Charlie, qui connaîtra directement un succès mondial, au point d'être traduit dans plus de 30 langues différentes. Parce que oui, depuis tout à l'heure, je vous parle de Charlie, mais son vrai nom, c'est Wally, devenu Waldo aux États-Unis, Eti en Inde, Willy en Norvège, Walter en Allemagne ou encore Holger au Danemark. Chaque pays adopte son propre Charlie. Mais l'idée reste toujours la même, noyer le lecteur dans une foule aux actions étranges, absurdes et parfois même assez comiques. Mais ce style si reconnaissable de ne laisser aucun millimètre de vide ne vient en réalité pas de lui. Il s'inspire d'un peintre néerlandais du XVe siècle, Jérôme Bosch. Alors le nom ne vous dit peut-être rien, mais je suis presque sûre que vous avez déjà vu son œuvre la plus célèbre, Le Jardin des Délices. Des tableaux surchargés comme celui-ci, il en a fait plein, mais ce qui est fascinant, c'est qu'au milieu de tout ce chaos visuel, il glisse presque systématiquement un petit hibou, secrètement intégré à la scène. Ce mécanisme de dissimuler un détail caché dans une œuvre a non seulement fasciné les artistes ou les amateurs d'art, mais aussi certains scientifiques. Ils se sont posé la question, est-ce qu'il y aurait une méthode ou une stratégie qui permettrait de trouver le plus rapidement possible un détail dissimulé dans le chaos? Et pour y répondre, ils se sont penchés sur une question qu'on s'est déjà tous posée. Où est Charlie? Eh bien, il est là. Voici les 68 positions de Charlie, disséminées dans les 7 tomes officiels de Martin Handford. Et déjà, on peut remarquer quelque chose d'assez frappant. Charlie n'apparaît qu'une seule fois en haut à gauche. Il est rarement sur les bords et jamais dans le coin inférieur droit, car c'est instinctivement le premier endroit qu'on regarde en tournant une page. Si vous cherchez dans ces 2 zones spécifiques, vous avez plus d'une chance sur 2 de trouver Charlie, car il apparaît à 53% du temps ici. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Il suffit qu'il ne soit pas sur ces zones et tout ça ne sert à rien. Alors, les chercheurs ont tenté autre chose. Ils ont appliqué une carte de densité. Plus la zone est bleue, plus il y a des chances que Charlie y soit caché. Mais ils sont allés encore plus loin. Ils ont voulu déterminer le chemin visuel optimal, le parcours parfait que notre regard devrait suivre pour trouver Charlie à tous les coups et le plus vite possible. Sauf que là, ça se complique. Pour identifier ce chemin, il faudrait tester toutes les combinaisons possibles entre les 68 emplacements de Charlie, ce qui représente environ 2,48 x 10 puissance 96 possibilités, c'est-à-dire plus que le nombre d'atomes dans l'univers. Autrement dit, même avec tous les ordinateurs du monde, il faudrait attendre des milliards d'années pour obtenir la solution parfaite. Oui, on parle toujours d'Où est Charlie. Mais bon, du coup, ils ont utilisé une autre méthode, un algorithme génétique. En gros, cet algorithme va tester plein de chemins au hasard, garde les meilleurs, les croise entre eux, ajoute des petites variations et, en répétant ce processus, il finit par générer un chemin presque parfait pour trouver Charlie le plus vite possible. Et le chemin optimal, c'est celui-là. Commencer en bas à gauche, remonter un peu, aller légèrement à droite, puis redescendre jusqu'en bas. Je vous mets le lien des études en description pour ceux que ça intéresse. Résultat, on peut trouver Charlie en moins de 10 secondes. Mais à force de vouloir tout optimiser, est-ce qu'on ne finit pas par passer à côté de l'essentiel? Ok, on a résolu le puzzle, mais en le résolvant. On a tué ce qui faisait sa magie. C'est comme regarder un film en x3, oui, tu peux dire que tu l'as vu, mais tu l'as pas vécu. Parce qu'au fond, Charlie n'a jamais été le but. On ne tournait pas les pages que pour lui, on tournait les pages pour tout le reste. Pour les détails, les clins d'œil, les scènes absurdes, on passait des heures à explorer chaque image, à découvrir un monde, une histoire, une ambiance.
Et c'est justement pour ça que Martin Handford a fini par réduire la taille de Charlie de 80%, pour nous forcer à ralentir, à chercher et à contempler. Car aujourd'hui, on ne veut plus que la réponse. On souhaite optimiser chaque seconde, gagner du temps tout le temps, comme si l'oisiveté était devenue un péché moderne. Notre attention s'effondre et au lieu de ralentir, on accélère pour ne pas tomber avec elle. En 2004, on passait en moyenne 2 minutes 30 sur un écran avant de décrocher. Aujourd'hui, 47 secondes. Mais personne ne se demande pourquoi, on se contente juste de créer des choses encore plus rapides. Trouver Charlie en 10 secondes, c'est pas un exploit, c'est un symptôme, le symptôme d'une époque qui n'a plus le temps de chercher, ni Charlie, ni rien d'autre.